Bonjour. Quelle est la proportion des missions sur le territoire suisse et à l'international? On a bien compris dans votre présentation que les managers, même si vous êtes basé en Suisse, les missions pouvaient être aussi bien en Afrique, en Asie, en France, à Londres, que sur Ouais, l'arc lémanique ou autre. d'accord. Alors, nous ne sommes pas une agence de voyage, on ne donne pas dans le tourisme. Néanmoins, on a plusieurs facteurs à Genève qui font qu'on a quand même pas mal de missions à l'international. Vous pouvez penser à des secteurs comme les matières premières, l'oil and gas, le minier, le maritime, où effectivement on nous demande pas mal d'aller résoudre des problèmes en Indonésie, en Afrique, etc. C'est aussi un peu le cas d'ailleurs dans les family office qui ont des investissements qui peuvent connaître certains dérapages et ils ne sont pas nécessairement locaux. Mais je vais vous rassurer, on a quand même des missions dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève, en secteur public, en secteur privé, même jusqu'à Yverdon quand même parfois. Au-delà, c'est quand même un peu notre partenaire de la Suisse allemande qui prend le relais. Donc la proportion, je dirais, c'est peut-être... À Paris, c'est 10% ouais, des missions. moi, je suis peut-être à 30 ou 40% 30-40% d'international, mais avec des centres de décision locaux ici. Oui, c'est-à-dire que ce sont des clients suisses ou français qui font appel à nous pour des filiales en Asie ou en Afrique ou en Europe. Voilà. Alors, pour être paré à ça, on est friand de managers qui ont eu des expatriations, qui parlent 6 langues, qui ont été le champion de Microsoft au Vietnam, qui ont fait telle pénétration de marché à l'autre bout de la Colombie, etc., etc. On n'a pas que des moutons à 5 pattes et tout le monde ne parle pas 6 langues dans le vivier de Procadre, quand même. En particulier nous déjà. Non, mais on en a quand même quelques-uns. Ouais. Quels ont été les freins au développement du métier de manager de transition en Suisse romande? La législation est quelque chose dont on pourrait considérer qu'il aurait poussé le développement du management de transition en France, où on a des lois sociales, des coûts de licenciement qui sont considérables. Ça s'est d'abord développé dans des pays, ça s'est développé en Grande-Bretagne bien avant la France. Or, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de carcan ou de contraintes fortes, mais sur la Suisse, plus spécifiquement, c'est pas légal, c'est pas la problématique juridique. Pas du tout la problématique juridique. Il y a quand même une certaine culture de l'indépendance en Suisse. En France, ils ont inventé le statut d'entrepreneur qui est limité de partout, etc. Mais le statut en tant qu'individuel ORC en Suisse, c'est quelque chose d'établi depuis très longtemps. Maintenant, on a aussi un tissu de PME technologiques qui sont aussi de taille assez limitée, beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire. Donc ça favorise l'ajout de ressources ponctuelles pour développer certains marchés. L'innovation, c'est le pétrole de la Suisse et ces PME ne peuvent pas avoir de manière permanente à tous les étages et sur toutes les fonctions de quoi se développer. Donc ça encourage des interventions ponctuelles. Et pourquoi ça s'est développé plus lentement, justement, en Suisse romande? Ça, je ne le sais pas. Nous allons y remédier. C'est notre objectif. Oui, j'avais une question. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous recrutez les managers de transition. Alors, déjà, nous les recrutons pas, ils ne sont pas nos employés. Nous recevons certaines candidatures spontanées, par dizaines par semaine. L'idée, c'est pas de finir comme dans l'intérim 4 de base, avec un fichier de 25 000 personnes pas qualifiées, etc. Donc, chacun des associés, nous rencontrons environ 150 managers par an, voilà, afin de les mettre, on va dire, plutôt dans notre filière, plutôt que de les recruter. Bien évidemment, des événements comme le salon RH ou d'autres, servent à attirer leur attention sur ce modèle d'intervention. Nous sommes aussi en relation avec des cabinets d'uplacement pour faire réfléchir un certain nombre de managers en disant est-ce que ce n'est pas votre prochain mode d'intervention, etc. C'est plutôt ce genre d'action. Mais il n'y a pas de recrutement comme le disait Olivier, mais il y a effectivement une sélection qui passe par des entretiens, où on insiste pas uniquement sur le parcours, comme on le fait souvent en France, l'école que vous avez faite il y a 30 ans, mais sur les missions que vous avez réalisées, dans les postes où vous avez été, la façon dont vous les avez réalisées, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de déclaratifs. Et puis, quand on a une mission et qu'on vous positionne sur une mission, on fait une prise de référence étendue et il nous est arrivé
de nous rendre compte qu'un manager avait des références qui ne correspondaient pas exactement. Enfin, le commentaire des références soulignait effectivement qu'il y avait une difficulté. On l'a retiré immédiatement. De la liste. On présente généralement 2 managers. On l'a retiré de la liste et on ne l'a pas présenté. C'est un point qui est important. Et comme on a effectivement des réseaux relationnels qui deviennent considérables, les prises de référence qu'on fait sont sérieuses et on n'a pas de références complaisantes puisque les gens nous connaissent ou on en connaît dans les environnements. Moi, je suis une autre petite manière aussi d'appréhender mes managers de transition. De temps en temps, je les envoie dans une séance de jeu de simulation. D'ailleurs, sur notre stand E07, vous pourrez voir notre partenaire de formation de jeux de simulation, Victor Svensson. C'est une manière de les connaître différemment qu'en entretien. C'est une manière de voir les managers bien organisés, les managers compétitifs, etc. etc. Ça, on va dire, c'est un peu anecdotique, mais c'est aussi un exemple de la continuité de la relation avec nos managers jusqu'au jour où ça va être leur jour de rentrer dans le contexte d'une mission.